5e cours donc, de problématiques de l'enseignement des langues. Voilà, donc là on a commencé à avoir une petite série de choses. En fait, vous avez vu donc comment casser la glace, comment se présenter, donc comment voilà rentrer en contact avec la classe, introduire les consignes en langue étrangère pour les élèves. Bon, il y a déjà un certain nombre de choses qu'on a commencé à regarder de près pour voir comment s'y prendre pour les débuts d'un cours de langue. Après s'être interrogé un peu sur la classe, les groupes, etc., la disposition de la classe et ainsi de suite. Donc là, on va regarder un peu plus comment préparer une leçon, comment préparer une première leçon de FLE, un premier cours de FLE. Bon, après les présentations, hein, qu'est-ce qu'on fait en fait une fois qu'on a fait ces premières activités-là? Comment on établit un programme, comment on choisit des documents, et là on va parler beaucoup de comment on choisit des documents, et aussi comment on utilise le numérique dans la classe et en prolongement de la classe. Bon, évidemment, vous verrez dans la chaîne YouTube, il y a tout un cours en fait, à peu près complet sur nouvelles technologies et enseignement des langues. Donc si c'est un thème qui vous intéresse, vous pouvez aussi regarder ça. On va regarder au départ comment on s'y prend pour choisir des documents et comment font les autres enseignants, qu'est-ce qu'ils font pour choisir des documents à partir desquels ils vont faire cours. Vous savez qu'évidemment il y a des méthodes toutes faites, donc vous pouvez vous reposer au départ sur les méthodes et sur leur progression, parce qu'en général elles sont très bien faites, donc ça pose aucun problème de suivre en fait la progression d'une méthode. Quand vous deviendrez plus expert, vous regarderez différentes méthodes et vous verrez quelles sont les progressions qui vous paraissent les plus intéressantes et quelles sont celles qui correspondent à vos goûts et quelles sont celles qui contiennent des documents qui vous intéressent vous et qui sont susceptibles d'intéresser et de concerner directement vos élèves. Vous verrez que par exemple, quand vous êtes en train d'enseigner à une classe de non-francophones en France, à une classe actuellement d'élèves allophones arrivant, UPE2A. Donc vous verrez que les méthodes de français langue étrangère ne sont pas forcément adaptées et c'est pour ça que nos collègues justement des UPE2A ont développé une série de documents et de techniques qui sont plus adaptés aux élèves qui arrivent en France et qui donc apprennent le français comme langue seconde. On en reparlera, vous verrez que la plupart des méthodes de FLE sont faites en fait principalement pour des gens qui apprennent le français langue étrangère à l'étranger, donc souvent des gens qui vont suivre des cours dans une alliance française par exemple, ou dans un institut français. Donc c'est plutôt assez souvent pour des milieux socioculturels plutôt favorisés en fait, avec tout ce que ça implique en termes de goût, de choix esthétique, etc. Donc c'est un peu différent. L'enseignement quand on doit survivre rapidement avec le français est un peu différent de celui qu'on peut trouver dans les méthodes de FLE traditionnelles. Voilà. Ceci dit, tout ça reste toujours du français et donc il y a quand même une grosse partie du stock qui est vraiment commun à toutes les méthodes. Bon, se présenter, on a vu. Là, on va regarder comment choisir des documents pour la classe. Et puis, on regardera que faire, en fait, après les premières leçons. Donc, évidemment, la définition des objectifs, elle dépendra des besoins que vous imaginez chez les élèves. On va donc commencer par écouter un certain nombre d'enseignants nous dire comment ils choisissent les documents sur lesquels ils appuient leur cours de français langue étrangère. Alors j'essaie de leur donner une certaine inspiration déjà dans le cours que je leur fais à eux, en choisissant des documents durables surtout, des sites, des ouvrages. Quand je dis sites, je pense par exemple à des sites comme TV5 Monde, comme la Bibliothèque nationale de France, des sites de ce genre. Et j'essaye, en dehors de ça, de leur donner des documents motivants, de genres très différents.
vieux livres, affiches publicitaires, actualités, sites internet, journaux, magazines. Ma principale source d'inspiration, c'est les documents authentiques. C'est-à-dire un peu, j'essaie de voir un peu dans l'actualité, dans les quotidiens, les magazines que j'ai à disposition, puis j'utilise beaucoup Internet, pour voir un peu les documents que j'utilise en fonction des objectifs de mes cours et en même temps en fonction des spécialités de mes étudiants. En général, j'aime choisir mes documents de manière à ce qu'ils rencontrent un objectif grammatical ou lexical vu en classe, qu'ils correspondent aussi à une saison, à une fête, à un élément culturel. Par exemple, je vais choisir un élément sur la Saint-Nicolas, la biographie de Saint-Nicolas, et travailler l'alternance des temps du passé. J'aime aussi rencontrer une certaine motivation dans ma classe, donc j'apprécie connaître leur goût pour choisir au mieux des choses qui vont les motiver, qui vont leur donner envie d'apprendre et de mettre en pratique ce qu'on étudie en classe. Donc pour chaque demi-niveau, j'ai créé une série d'environ 12-13 modules qui s'articulent autour d'un acte de langage. Par exemple, donner des conseils, avec à chaque fois des compétences lexicales et grammaticales que je vais travailler de manière transversale. Je dirais que les documents que je vais exploiter, que je vais choisir, vont être en fonction des objectifs grammaticaux. Je pense, par exemple, si je dois utiliser les 3 temps du passé, comme le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, surtout la voix passive. Donc, ces objectifs-là m'inspirent une catastrophe. Donc, forcément, je suis ma propre source d'inspiration, mais à partir des objectifs donc grammaticaux, je vais aller chercher ce dont j'ai besoin sur différents sites Internet. Ça dépend, mais en général, c'est dans les manuels des autres. En fait, ce que je vais chercher dans les manuels des autres, c'est plutôt des documents audio. Il faut dire que notre université met à disposition des étudiants un manuel de français. C'est ça. Et c'est gratuit pour les étudiants et ils peuvent l'utiliser pendant tout le semestre. D'accord. Donc déjà, c'est très bien. Mais bien entendu, on renforce avec d'autres documents qu'on cherche soit dans des documents professionnels disons en brut, Ouais. soit on utilise d'autres sources, hein, comme des sources numériques, etc. Quand j'étais plus jeune, je m'appuyais un peu plus sur Internet, comme il y avait des sites comme Le Point du Fleuve. Actuellement, je cherche un peu plus côté Google. Alors, je suis un peu plus libre, avec plus d'expérience. Et en même temps, je suis une personne qui pense à mes cours un peu, disons, presque tout le temps. Alors quand je me promène dans la rue, quand je vois un document, quand je voyage toujours avec mon téléphone portable, je prends des photos, etc. Ce sont plus ou moins mes sources d'inspiration pour mes cours de FLE. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de pistes en fait pour rechercher des documents pour construire un cours de français langue étrangère. Évidemment, il faut des documents parce que les ressources que vous avez dans la classe sont limitées. Une fois que vous vous êtes présenté, que vous avez joué à la marchande avec des pièces, et encore là, ça demande du matériel, avec des légumes en plastique, que sais-je encore, pour travailler la numération, et bien évidemment, il faut des documents pour étendre les sujets qu'on peut traiter dans la classe. Donc moi, très très souvent, je travaille beaucoup avec des vidéos. On en regardera, vous avez vu un peu si vous avez suivi le cours précédent, donc francophonie, patrimoine culturel et usage didactique. On a beaucoup travaillé à partir de vidéoclips avec l'exemple de TV5, en fait, où on trouve des exploitations toutes faites de vidéoclips. On regardera tout à l'heure autre chose pour travailler sur la localisation. Hein, donc, il y a énormément de pistes en fait pour choisir les documents. Ce qu'il faut faire en fait, à mon avis, hein, je veux dire là, il y a notre collègue du Canada qui s'en mêle un peu les crayons là, dans cette vidéo-là et qui dit, moi je pars d'un objectif grammatical et puis finalement elle n'arrive pas vraiment à justifier pourquoi elle part d'un objectif grammatical. En fait, il vaut mieux partir d'un acte de parole, quelque chose qu'on fait avec la langue, comme par exemple commander dans un restaurant, demander son chemin, décrire une personne. Alors là, il faut trouver évidemment une situation qui correspondra à un emploi potentiel réaliste de ce type d'acte de parole.
Mais par exemple, bon, pour la localisation, c'est très facile de le faire à travers un jeu. Par exemple, bon, vous cachez un objet dans la classe, vous faites d'abord sortir un élève, vous cachez un objet quelque part dans la classe, puis vous faites rentrer l'élève, et les autres doivent le guider pour qu'il retrouve l'objet, sans montrer évidemment l'endroit où il est caché, ni sans dire quelque chose de complètement explicite à l'élève. Donc il faut qu'il lui dise, il est près du tableau, il est à gauche du tableau, il est à droite du tableau, il est sous la table, il est sous la chaise, il est sur l'appui de la fenêtre, par exemple. Donc vous allez pouvoir utiliser comme ça toutes les prépositions locatives, toutes les locutions qui permettent d'exprimer la localisation physique, la localisation géographique. Donc vous voyez qu'en fait on part d'un acte de parole et on cherche des documents, ou alors on a mémorisé en fait des documents qui pourront vous servir à illustrer cet acte de parole ou à le mettre en scène. Donc par exemple, je ne sais pas, donc vous allez certainement facilement trouver, si vous voulez travailler sur dire à quelqu'un de faire quelque chose, donc c'est typiquement, on va trouver typiquement plein d'actes de parole de ce type-là dans une recette de cuisine, dans un mode d'emploi, dans un plan, etc. Ou dans une interaction, il y a toute une interaction autour de lire une notice et monter un meuble en kit, par exemple, dans ce que nous racontent les collègues de l'Union européenne dans la dernière version du cadre européen commun de référence. On se demande s'ils sont allés chez Ikea ou ailleurs. Bon, peu importe. Donc en tout cas, vous partez d'un acte de parole et de là vont découler en fait les contenus grammaticaux et les contenus lexicaux qui vous sont nécessaires pour réaliser cet acte de parole. Voilà, donc on va regarder tout de suite deux, trois petites choses en fait sur la localisation que je voulais vous montrer. Vous verrez que bon, maintenant évidemment on a des quantités mais énormes de ressources à travers l'internet. On trouve des choses déjà toutes didactisées ou alors des documents authentiques à didactiser. Bref, on a une mine d'or en fait pour faire des cours avec nos petits ordinateurs ou nos petits téléphones portables éventuellement. Bon, je sais bien que tout ça utilise beaucoup d'électricité, mais bon, malheureusement, pour le moment, on va faire comme si de rien n'était encore pendant quelques temps. Un exemple tout à fait concret pour travailler avec des enfants de 3 à 5 ans ou un peu plus grands, donc sur la localisation. Hein. Simon joue à cache-cache. Bon, évidemment, je vous parlais tout à l'heure de cacher un objet dans la classe, jouer à cache-cache. Ça implique bien sûr on peut jouer sans parler, mais si dès qu'on parle, on va très certainement utiliser des prépositions locatives, etc. Et donc, je veux dire, on apprendra en fait à utiliser des prépositions locatives, un certain nombre de phrases qu'on dit en jouant, je t'ai trouvé, etc. Sans y penser une seconde en fait. Donc, c'est souvent un peu le but du jeu, hein, c'est que justement on apprenne des choses, qu'on les acquiert sans s'en rendre compte. Donc là, on va regarder le vidéoclip de Simon. Simon joue à cache-cache. Et vous allez tout de suite voir ce que vous pouvez en tirer en fait sur le plan locatif. Simon, c'est le champion du cache-cache. Oh, là! Il est là, je t'ai trouvé, Simon. Mais où il est, là? Moi, je le trouve presque jamais. Simon, tu peux sortir de ta cachette maintenant. J'ai gagné. Maintenant, c'est à toi de compter, Simon. Et on va bien voir qui c'est le plus fort. D'accord, on va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Attention, j'arrive. Trouver Gaspard. Peut-être sous le lit. Oh non, pas là non plus. Je comprends pas, elle est pas là. Trouvez-le. A priori, donc un excellent document, motivant pour des enfants. Bon, je veux dire une forme de dessin animé
qui devrait bien fonctionner, je veux dire, avec un héros qu'ils connaissent peut-être par ailleurs. Et puis, bon, c'est quand même c'est très entraînant. Enfin, je veux dire, c'est un dessin animé qui est bien fait, quoi. Donc, je veux dire, c'est probablement un bon support pour des enfants de 3 à 5 ans, ou même jusqu'à 6 ans, 7 ans. Surtout si c'est utilisé pour enseigner le français. On pourra avoir un petit décalage, en fait. Bon, il ne faut pas que le décalage soit trop grand, hein, évidemment, mais on pourra avoir un petit décalage, en fait, entre l'âge des spectateurs dont c'est le français langue maternelle et l'âge des spectateurs dont c'est le français pour qui c'est du français langue étrangère. Voilà, donc là vous allez trouver, alors évidemment vous avez tout remarqué, hein. Vous voyez bien sûr que c'est excellent pour utiliser des prépositions, toutes les prépositions locatives. Il se cache sous le lit, il se cache sous le bureau, il se cache derrière le coffre ou dans le coffre. Donc vous avez toute une série de possibilités d'expression de la localisation qui va être évidemment, ça va être évidemment très facile de travailler là-dessus. Vous avez entendu aussi jouer à cache-cache. Quand on joue à cache-cache, on compte de 1 à 10. Donc c'est une occasion d'apprendre, ou plutôt probablement de répéter les chiffres de 1 à 10. Et donc on va trouver évidemment comme toujours avec TV5, donc vous êtes éventuellement familier de ça si vous avez suivi l'UE du précédent semestre, donc des fiches professeurs. Donc ici vous avez au niveau A1.1 Simon joue à cache-cache, et donc là on a la fiche enseignant. Et donc là, ça s'adresse à des 3-5 ans non lecteurs. Donc, bon, l'âge typique, je dirais entre 3 et 5 ans, il y en a qui seront déjà lecteurs. L'âge typique de l'acquisition de la lecture étant 5 ans, 6 ans. Je veux dire, mais évidemment, on a bien des gens qui lisent, bien des élèves qui lisent plutôt que ça. Localiser des personnages, donc l'objectif, localiser des personnages par rapport à des objets. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, donc sur, sous, dans, etc. Donc là, vous avez une petite série de structures, de phrases. Il, elle est là. J'ai trouvé, j'ai gagné. Attention, j'arrive. Il est caché. Il, elle s'appelle. Quelques prépositions de lieu. Derrière, sous, à côté de, dans, différentes cachettes. L'arbre, la table, le bureau, la cabane, le lit, les branches. Quelques actions, jouer à cache-cache, trouver, et les chiffres de 1 à 10. En matière de prononciation, les sons che et je, comme dans j'arrive, hein, et voilà, et donc vous allez avoir, effectivement, évidemment, à chaque fois, en fait, on va penser un petit peu à ces questions de prononciation, même si, évidemment, on fabrique plus, en fait, des exercices où on concentrerait massivement les particularités ou les difficultés de prononciation. C'est pas du tout comme ce que faisait mon institutrice quand j'étais petit, qui avait fait toute une méthode absolument terrifiante en fait, où il y avait une concentration des mêmes sons dans certaines phrases. Et donc je raconte toujours que je me rappelle encore des phrases avec les R, donc on devait être vers la fin de l'apprentissage. Donc la phrase pour le R, c'était Tata Rita fait frire un rat pour son ara rare. Donc vous voyez le côté surréaliste de la méthode. On en reparlera éventuellement. Donc là, donc vous avez en fait un parcours. Bon, le matériel nécessaire, ciseaux, colle, crayon de couleur, ruban adhésif ou pâte de fixation. Donc évidemment, avec cet âge-là, en fait, il faut souvent passer pour la mémorisation et pour garder la concentration, en fait, par de la manipulation. Donc on va avoir d'autres objectifs derrière, qui seront aussi la capacité à découper quelque chose, à coller, à colorier, etc. Donc à utiliser du matériel scolaire. Parcours pédagogique, donc je comprends, repérer les personnages de l'histoire, comprendre l'histoire. Donc vous voyez en fait la progression type, en fait, on est d'abord dans de la compréhension globale. Donc on repère la structure narrative, les personnages, qui parlent, à quel moment, et la compréhension globale de l'histoire. Donc comprendre l'histoire, là c'est des personnages, 3 personnages qui jouent à cache-cache, Simon, Lou et Gaspard. Donc on va les faire identifier en fait dans les images. Vous allez voir que là on est très très guidé, mais que évidemment ça va être relativement instinctif et naturel de guider vers le repérage des personnages de l'histoire. Donc j'apprends, localiser un personnage, je prononce bien, discriminer les sons che et ze avec une chasse au trésor, activité 4,
Et pour aller plus loin, jouer à cache-cache. Donc, repérer les personnages de l'histoire. Fixer les étiquettes prénoms des personnages au tableau. Donc là, vous allez avoir, bon, c'est un peu un classique aussi, hein, dans les maternelles, souvent on fait une étiquette, hein, donc dans ces maternelles, l'âge 3 à 5 ans, on fait une étiquette prénom pour chaque enfant en fait. Et donc les enfants, au moment de l'appel par exemple, vont aller prendre leur étiquette, ou avant, quand ils arrivent en classe, ils vont prendre leur étiquette et la coller quelque part sur un tableau d'affichage dans la classe pour qu'on puisse à la fois travailler sur leur prénom, les différentes écritures de leur prénom, et aussi savoir qui est là. Donc voilà, donc ça simplifie un peu la procédure de l'appel, ça aide à construire le groupe et à identifier les personnages, et puis ça fait les personnes de la classe, et puis ça fait pratiquer la lecture sur différents types d'écriture, puisqu'on va écrire le nom en capital, en cursive, etc., pour travailler ces différentes compétences. Donc là, on va fabriquer des étiquettes prénoms des personnages et on les fixe au tableau, bon, comme si c'était des personnages, des personnes qui sont dans la classe. Visionner l'histoire et faire les 4 arrêts sur image indiqués ci-dessous. À chaque fois, montrer successivement les étiquettes des personnages que l'on voit, les personnages à l'écran, et donner le prénom. Elle s'appelle Lou, il s'appelle Gaspard. Elle s'appelle Lou. Donc vous avez en fait dans le déroulement du début de l'histoire, en fait, des images où on va voir Lou, Gaspard et Simon, et on va les faire identifier. Avec les tout petits ou un public non lecteur, mettre l'accent sur les dessins et sur les dessins dans les étiquettes. Donc vous pouvez évidemment coller une petite photo, enfin un petit pictogramme, une petite photo des différents personnages à côté de leur prénom. Les enfants sont assis au tableau, distribués à chacun d'entre eux les 3 étiquettes prénoms. Regardez encore l'histoire de Simon, à chaque arrêt sur image. Regardez et montrez l'étiquette du personnage. Par exemple, si vous voyez Simon, vous montrez Simon, évidemment. Hein, donc là, on a bien identifié à la fin de tout ça les personnages. Visionner l'histoire, faire les arrêts sur image suivants, 6, 18, donc à 6 secondes, à 18 secondes, à 42. Bon, vous n'êtes pas forcé d'être aussi précis que ça, mais simplement, il faut bien s'arrêter au moment où on voit les différents personnages à l'image. Voilà, 06, des étiquettes Lou et Simon, 018, étiquettes Lou et Gaspard, etc. Bon, c'est très très guidé, hein. Je veux dire, vous ferez ça peut-être plus instinctivement, en fait, en vous arrêtant sur image au moment où on voit les différents personnages et en les nommant avec les étiquettes. Comprendre l'histoire. Étape 1, distribuer les étiquettes et la fiche matérielle. Les apprenants les découpent, les plient et les posent sur leur table de façon à voir les personnages et les cachettes. Donc on a ça dans la fiche matérielle. Si vous voulez, on peut la regarder. Elle est évidemment dans le site web à côté. Donc fiche matérielle. Toc. La voilà. Donc dans la fiche matérielle, vous avez les étiquettes avec les prénoms, évidemment. Ensuite, les étiquettes de personnages. Donc vous avez Lou, Gaspard, pliées de façon à ce qu'on les voit. Hein. Vous pouvez faire un petit chevalet, en fait, pour les plier. Et Simon, bien entendu. Et ensuite, vous avez les cachettes derrière l'arbre, dans la cabane, derrière des branches. La malle à construire. Donc là aussi, vous allez travailler en même temps sur les solides, hein, sur le volume. Ça ne va pas forcément être très facile. Mais vous voyez, c'est une jolie petite activité. Hein. Le bureau, pareil, un solide aussi à plier et à construire. La fiche matérielle, je prononce bien. Arbre, les arbres, les vaches, le chien, pour le son che, vache, pour le son che aussi. Le chat, les chaussettes, le chocolat, les chaussures, la chaise, la bouche. Donc là, ça va être le moment où vous allez repérer qu'il y en a peut-être certains qui ont des difficultés, qui vont demander à voir un orthophoniste. Parce que le son che, c'est pas toujours évident. Hein. Donc prenez-en conscience. Vous voyez bien que vous placez votre langue d'une certaine façon pour prononcer che. Il faut bien que la langue soit derrière les incisives et remonte vers le palais. Hein. Donc là, éventuellement, vous aurez des élèves qui vont avoir du mal à dire par exemple un cheval et qui vont dire un seval. Donc là vous verrez qu'effectivement il va falloir retravailler un peu la phonologie. Le son je, alors après,
un jeu, rouge, jaune, orange, pardon, girafe, voilà, je aussi, c'est pas forcément très facile à prononcer. Donc on est sur ces questions-là. Donc vous voyez que dans la fiche matérielle, elle est assez ludique, hein. Donc et évidemment, on va pouvoir bien s'amuser, en fait, faire un joli petit atelier en découpage, collage et manipulation, en fait, des différents personnages et des différentes cachettes. Montrer la vidéo, donc étape 2. Donc vous avez la fabrication de la malle ici, hein, les apprennantes les découpent, les plient, faire la malle et le bureau en pliant sur les points, en découpant sur les pointillés, la malle collée A et A'. Donc ça va pas être simple, hein, pour des 3-5 ans de fabriquer des solides. Donc je vous conseille effectivement de bien suivre le truc et d'utiliser du papier un peu rigide probablement pour faire un bureau et une malle qui ressembleront à quelque chose. Étape 2, donc montrer la vidéo, où sont cachés les personnages, placer les étiquettes avec les personnages et les étiquettes avec les cachettes. Exemple, où est caché Gaspard? Derrière les branches. Vous posez l'étiquette avec les branches devant l'étiquette Gaspard. Les apprenants placent les étiquettes personnages et cachettes correctement. Visionner l'histoire, une deuxième fois si nécessaire. Faire un rapide tour de classe et corriger le cas échéant les erreurs des élèves, étiquettes mal disposées. Demandez ensuite aux élèves de dire où sont cachés les personnages en cédant des étiquettes. Donnez un exemple, où est caché Simon? Simon est caché derrière un arbre. Aider à la formulation ou corriger éventuellement. Donc voilà, donc vous avez toute une série une série d'activités autour de la localisation, des structures, de la prononciation, de la discrimination des sons, che et je, hein. Et donc vous voyez que bon, tout ça est très bien fait, hein, pas mal fait du tout. Et donc vous avez des choses maintenant évidemment bien préparées en fait pour travailler par exemple sur la localisation, les prépositions locatives. Vous allez trouver quantité de ressources maintenant pour enseigner le français sur Internet. Après, ça va être votre programme en fait, votre capacité à utiliser bien ces fiches et en fabriquer de nouvelles. Qui vont faire la différence en fait, qui vont vous permettre de différencier votre enseignement et d'être le plus efficace possible. Voilà, mais vous voyez qu'on peut bien s'amuser évidemment avec ce genre de fiches, hein, avec ce genre de choses. Donc là, vous avez évidemment aussi dans la fiche apprenant, donc vous avez par exemple ici, retrouve les 4 lapins. Donc là, vous avez les oreilles des lapins cachées derrière le banc, derrière le buisson, derrière le rocher, derrière l'horizon, voilà. Et donc vous avez en fait de quoi réinvestir aussi tout ce qui est préposition locative en produisant à l'oral. Donc là, je rappelle qu'on est sur des non-lecteurs, donc on passe beaucoup plus par l'image et par la verbalisation et par la vidéo, et pas du tout évidemment par la lecture, écriture. Par contre, évidemment, la lecture et l'écriture sont déjà là quand, par exemple, on est sur les étiquettes des personnages. Je veux dire, c'est un peu le premier travail qu'on fait, en fait, dans une classe de maternelle, c'est de lire les prénoms des copains, puis de repérer à l'intérieur des prénoms des régularités, en fait. Par exemple, si on a Simon et Siam, par exemple, on va avoir le SI commun au début. Donc, on va faire une lecture globale, puis descendre dans l'analytique. Voilà, je vais très très vite, hein, mais en gros, ça vous donne une petite idée de comment on peut travailler un objectif particulier avec une classe à un certain niveau, ici le niveau A1.1, et donc avec un certain âge d'élèves, ici des 3-5 ans ou des 3-6 ans. Alors j'en profite pendant qu'on est là pour vous montrer aussi qu'en fait on va trouver aussi plein de jeux en fait qui permettent de retravailler les prépositions locatives. Donc quand vous jouez sur Internet, pensez à ça aussi, pensez évidemment à comment vous allez pouvoir utiliser des jeux vidéo ou des jeux sur ordinateur pour retravailler certaines compétences. Il y a plein de choses qu'on peut utiliser en fait pour travailler la numération. Je pense au domino par exemple, au Reversi, à tous les jeux en fait de société sur lesquels on peut travailler, ou on peut travailler
la notion de règle ou de dire, dire à quelqu'un de faire quelque chose, hein, avancer de 3 cases, etc. Avec un jeu de loi, on va avoir toute une série de dire de faire quelque chose. Et là, bon, on pourrait reprendre en fait en autonomie éventuellement d'ailleurs avec ce jeu-là qui s'appelle Where is Cat? Euh, voilà, donc Bart Bante, l'auteur, vous pouvez regarder son site web, hein, le site web de Bart Bante. Il a fait plein de jolis jeux comme ça, très très graphiques en fait, et avec souvent où il n'y a pas besoin d'avoir des consignes à l'oral en fait. Donc là, on peut jouer même sans parler, ou alors on peut faire décrire les images. Où est le chat? Hein? Donc là, le chat est en train de rentrer par la porte dans la chatière. Et vous allez évoluer d'une image à l'autre, évidemment en cliquant sur le chat. Là, vous avez trouvé le chat, donc vous passez à une autre situation. Où est le chat? Je vous laisse chercher une minute. Vous devriez le trouver assez facilement. Donc là, le chat est sous la table. Alors, donc là, évidemment, avec le verbal, ça va passer tout de suite mieux. Et vous pouvez aller chercher le chat qui est ici. Là, on commence à s'habituer un peu au jeu et on voit tout de suite la queue du chat qui dépasse de sous le lit. Le chat est sous le lit, le voilà, bing. Et donc là, on revient. Bon, là, c'est une version courte, hein, je veux dire, c'est juste la démo. Parce que j'ai vu que maintenant, il a passé ce jeu-là en version payante. Bon, c'est pas excessivement cher, mais enfin, c'est malheureusement payant. Enfin, évidemment, il faut que les créateurs vivent. Donc voilà, moi j'ai dû l'acheter, je pense que c'est une version évidemment plus complète, dans laquelle vous pouvez éventuellement investir un peu si vous voulez vous amuser avec ces différents jeux. Donc voilà, donc ça vaut le coup d'aller regarder en fait tout ce qui est jeux vidéo, jeux électroniques, et de penser à l'utilisation qu'on peut en faire sur le plan linguistique. Vous verrez qu'il y a de plus en plus de choses qui sont très utilisables du point de vue didactique, jusqu'aux Sims, aux univers virtuels, etc. Et c'est ce qu'on va regarder là tout de suite, en fait, parce que là, vous voyez qu'on est déjà rentré en fait, dans le deuxième thème de cette vidéo, qui serait comment introduire des nouvelles technologies dans la classe de langue. Voilà, vous voyez qu'on a déjà introduit, en fait, des nouvelles technologies à travers le visionnement d'une vidéo. Bon, là, c'est informatisé, ça aurait pu être sur un bon vieux magnétoscope ou quelque chose de ce genre-là. Maintenant, on introduit aussi, évidemment, des jeux électroniques. Donc, on a déjà introduit, en fait, des nouvelles technologies dans la classe de langue, mais on va regarder ce que nous disent nos collègues de Belgique sur ce type d'aspect de l'introduction de nouvelles technologies dans la classe de langue. Voilà, donc comme je vous le disais, le numérique, ben, ça s'intègre évidemment tout naturellement dans la classe, hein, du numérique dans ma classe, ici disent nos collègues de Liège, pardon. Évidemment, on l'a vu de façon encore plus accurate, j'allais dire, encore plus intense peut-être plutôt, pendant la pandémie. Parce que bien sûr, on a été obligé d'utiliser du Zoom, du Skype, du Google Meet. Donc on a été obligé d'utiliser de l'enseignement à distance. Et aussi, malgré l'urgence, en fait, bon, je veux dire, on faisait déjà évidemment plein de choses avec l'enseignement à distance, entre autres ces fameux MOOC. Et on avait déjà bien réfléchi, enfin, depuis le temps qu'on fait des nouvelles technologies, on a déjà bien réfléchi en fait à l'utilisation pédagogique des nouvelles technologies. Ceci dit, on a encore pas mal de chemin à faire. Parce que évidemment on utilise en fait, on adapte souvent les nouvelles technologies à notre utilisation habituelle, c'est-à-dire qu'on a intégré en fait des choses classiques qu'on faisait déjà avant l'arrivée de l'informatique, comme le visionnement de films, le visionnement d'images ou de diapositives, l'écoute d'audio, que ce soit de la musique ou des dialogues ou autres. Voilà, des exercices. Alors après, évidemment, l'informatique est venue ajouter en fait la possibilité d'interaction à distance et toute la composition de ces différentes activités, les exercices autocorrectifs, plein de choses, en fait, toute une sphère en fait, qu'on n'a pas encore
complètement, qu'on maîtrise, mais qu'on n'a pas encore complètement utilisé jusqu'à son plein potentiel. Donc j'ai fait tout un cours là-dessus au premier semestre, donc qui s'appelle Nouvelles technologies et didactique des langues. Bon, il est encore en ligne là sur la chaîne YouTube, donc si vous voulez, si c'est des thèmes qui vous intéressent, vous pouvez y jeter un coup d'œil. C'est évidemment un domaine tout à fait passionnant en fait, très porteur d'avenir, avec bon, évidemment les nuances qu'on peut mettre autour de tout ça, puisqu'on a bien vu aussi pendant la pandémie que l'informatique et l'enseignement à distance ne sauraient remplacer le contact physique, en fait la proximité physique, la discussion avec des élèves, le contact direct. C'est une nécessité, je veux dire, pour l'être humain, à moins qu'on évolue d'une façon phénoménale et un peu inquiétante, ça reste une nécessité. Donc je ne vais pas être trop long, mais voilà donc ce que disent nos collègues belges, hein, qu'on soit technophobe ou technophile, réticent pour les TIS, ou convaincu par les bienfaits des technologies, on ne peut ignorer la multiplication des usages du numérique dans et pour la classe de langue. Bon, on vient de le voir en utilisant TV5, en utilisant les jeux de Bart Bonté, et encore là, on est bon, dans l'utilisation, une perspective utilisateur. On va être aussi, après, dans une perspective de constructeur ou de fabricant de jeux vidéo ou d'exercices pour la classe. Vous allez voir qu'il y a plein de logiciels maintenant qui nous aident, en fait, à fabriquer des sites web, des exercices autocorrectifs, des quiz, enfin tout plein de trucs qu'on peut utiliser pour prolonger, on le utilise soit directement dans la classe, soit pour prolonger les effets de la classe dans la vie des apprenants, hein, je veux dire, leur donner des exercices à faire après la classe, sous une forme ludique, sous une forme autocorrective aussi, donc qui va leur permettre de progresser tout seul, de s'auto-évaluer et de s'amuser probablement, enfin on l'espère, avec toute une série de choses de cet ordre-là. Nous avons déjà parlé des ressources numériques, donc on a vu, on en a parlé un petit peu, hein, ressources numériques, vidéoclips, textes, sites web, donc nos collègues de Liège nous ont donné en fait leur point de vue sur le choix de ces différentes ressources numériques. Évidemment, c'est devenu quelque chose de quasiment illimité. C'est tout à fait merveilleux ce qu'on peut arriver à faire avec l'Internet, bon, que ce soit accéder à des textes, à des articles, à des vidéos, à des documentaires, se promener dans des villes à travers Google Earth, par exemple. Donc on peut faire des choses et on peut faire des exploitations pédagogiques de toute une série de choses qu'on n'a pas encore probablement suffisamment explorées. Vous verrez dans la nouvelle technologie et didactique des langues, par exemple, une petite introduction à l'utilisation des mondes virtuels. Bon, là, il y a encore plein de choses à explorer et plein de choses qui vont changer un peu notre manière d'enseigner les langues, certainement. Donc, documents qu'on peut trouver en ligne, qu'ils soient bruts ou prêts à l'emploi dans une classe de FLE. Donc, vous avez des documents bruts ou des documents déjà didactisés avec autour un appareil pédagogique, comme c'est le cas de Simon qu'on vient de voir, hein. Donc vous avez la vidéo, mais vous avez aussi autour déjà tout un appareil pédagogique déjà préparé avec des activités, des supports, etc. Mais le numérique ne se limite pas à ces documents. Il change complètement nos rapports au savoir, aux autres, nos modes de communication et d'échange. Et ça, on est en train de le mesurer, évidemment, parfois d'ailleurs à nos dépens, et parfois d'une manière qui nous surprend. En fait, je veux dire, évidemment, vous avez vu que, par exemple, la communication sur les réseaux sociaux est allée beaucoup plus vite. En fait, ça a beaucoup changé notre mode de vie et nos rapports au savoir et aux autres. Enfin, je veux dire, j'en parlais avec une classe de Paris 8, là, des étudiants comme vous, donc ils me disaient, ben, moi je m'informe, je veux dire, sur les 12 ou 15 élèves que j'avais dans la classe. Eh bien, il y en avait 11 ou 14, enfin, il n'en restait qu'un qui ne s'informait pas uniquement à travers les réseaux sociaux. Donc, vous voyez que ça change complètement les rapports au savoir, aux autres, et les modes de communication et les échanges. Parce qu'évidemment, quand vous vous informez uniquement à travers les réseaux sociaux, vous restez dans votre zone de proximité, en fait, hein, informé par des gens qui pensent déjà plus ou moins comme vous,
Donc voilà, ça change complètement la construction des opinions le rapport au savoir. Donc voilà, pensez-y et bon, ça on en reparlera aussi probablement dans notre prochain échange. Nous avons demandé à des enseignants des 4 coins du monde s'ils utilisaient le numérique dans leur classe, comment et pourquoi. Donc là on va regarder ce que font d'autres profs en fait de langue et comment ils utilisent le numérique dans leur classe. C'est simple, je n'utilise aucune application dans mes classes de français langue seconde. Je n'utilise pas d'application vraiment en classe. Je vais utiliser, comme certains de mes collègues, Facebook ou certains emails, mais les applications sont plutôt restreintes à une utilisation individuelle. J'ai par exemple la charge de groupe B2, généralement en fin d'année, juste avant qu'ils passent le DELF B2, et ils aiment bien pratiquer l'expression orale auparavant. Donc là, on va fonctionner par WhatsApp. Comme ça, ils ont leur intervention, je peux directement les corriger, ils peuvent aller vérifier ce qu'ils ont dit et arriver à travailler sur quelque chose de plus concret. Oui, donc j'utilise des applications en classe, principalement des outils comme Kahoot ou Plickers, donc des QCM interactifs, pour éveiller la curiosité et donc la motivation de mes étudiants et garder une classe ainsi dynamique et active. En dehors de la classe, j'utilise les emails, quelquefois des groupes Facebook pour communiquer avec mes étudiants, mais je ne leur demande pas de travailler en ligne, à part évidemment les étudiants Erasmus, dont une partie du travail doit s'effectuer dans notre nouveau cours en ligne qu'on a appelé Déclic. Oui, on utilise beaucoup les nouvelles technologies dans notre formation, de toute façon, déjà nous. Donc je les utilise aussi avec eux. Et là, c'est le point le plus facile à atteindre, l'objectif le plus facile à atteindre chez les étudiants. Ils comprennent très vite le fonctionnement d'une application ou d'un système. Et ils ont tendance à les réutiliser en classe. Le seul problème, c'est que très souvent, quand ils vont dans les classes, on n'est pas habitué à le faire. Donc ils ont quand même un travail de conviction à faire auprès des maîtres de stage. Je les utilise surtout pour différencier le travail. Pour les devoirs à faire, par exemple le mur virtuel, le Padlet, je l'utilise à ce niveau-là. Ils peuvent aussi poster un enregistrement. Ceux au début qui n'osent pas trop parler en public, on peut leur demander de faire un enregistrement et de donner du feedback à partir de cet enregistrement. Oui, énormément. Alors, par exemple, j'utilise Didier Latitude, Pas à Pas, Babel, Prononciation, Duolingo et d'autres applications qui ne viennent pas tout de suite à l'esprit, mais je les utilise, j'essaie un peu de voir avec les étudiants comment on peut améliorer son niveau de langue tout en passant par l'outil informatique qui est le principal outil de travail au quotidien. C'est comme un support d'apprentissage qui s'appelle Recette de FLE. Oui, et c'est magnifique. Oui, justement parce que c'est à partir de l'explication des recettes qu'on fait apprendre la langue, mais la langue spécifique du monde de la gastronomie. C'est ça. Et ça fonctionne très 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 bien avec mes étudiants, et ils adorent. En plus, quand je commence les cours, je présente cette vidéo et comme manière de leur présenter le défi en langue. C'est-à-dire, c'est ça ce que vous allez faire, vous arriverez à faire à la fin du cours. C'est-à-dire, présenter une recette sous un format de télévision, vous allez monter une présentation et vous allez le faire en français. Ce que j'utilise beaucoup aussi, c'est l'application Edpuzzle qui nous permet de couper dans les enregistrements vidéo qu'on fait. Et donc, on peut faire ça à plusieurs niveaux. Moi, je le fais très souvent avec eux, je les filme. Et puis je mets le document sur YouTube, et puis je coupe, et je pose des questions, et ou bien à l'oral, ou bien à l'écrit. Et donc c'est tout un travail de différenciation que je peux faire de cette façon. Et eux aussi, ils sont capables de faire ça avec leurs élèves, par exemple pour des présentations. Et ce que je vois, c'est qu'ils les réutilisent. Ça marche très très bien. Parce que j'ai commencé il y a quelques années, j'ai commencé avec le numérique en classe vraiment à fond. Alors j'utilise des sites comme Kahoot, Quizlet ou Learning Apps et je les exploite vraiment avec mes étudiants. Je les propose aussi à mes étudiants comme des outils. C'est vrai que ça ne fonctionne
pas toujours parce qu'ils ne sont pas vraiment habitués à travailler en autonomie. Alors là, on peut l'appeler un petit échec parce que bon, ils sont pas vraiment capables de travailler chez eux, etc. Pour eux, c'est l'école et après le loisir. Mais on les utilise et ça les motive. Alors la motivation, ça fonctionne très bien. Et voilà, on révise par exemple en utilisant un Kahoot. Et par exemple, aujourd'hui, on a écrit un test après un Kahoot sur les adjectifs beaux, nouveaux, vieux. Et ça fonctionnait, ils ont compris. Et voilà. Alors comme outil, le numérique, je l'utilise, ça marche et je suis content. Ces applications sont donc utilisées aussi dans ma classe, aussi bien dans ma salle de classe qu'en dehors de la classe. Justement, c'est pour ça que je les utilise, parce que ça me permet de les faire travailler à tous les niveaux, dans toutes les compétences, et ça me permet aussi de donner un feedback individualisé. L'idée d'incorporer le numérique, ça va nous permettre d'installer deux attitudes ou deux comportements face à l'apprentissage d'une langue. C'est-à-dire, d'une part, qu'ils savent que ces outils sont à la main et peut se transformer ou peut devenir une première méthode d'approche à la langue. Et ça leur permet aussi d'installer du premier temps une idée d'autonomie. C'est ça. Qu'ils soient responsables de leur apprentissage, qu'ils soient conscients, qu'ils soient Impliqués aussi. Impliqués, voilà, et concernés par cet apprentissage. Et donc, si on prend le cours dans sa totalité, il est évident que le numérique intervient. D'abord parce que moi, je cherche aussi des documents pour moi sur Internet, que oui, je peux amener, l'ordinateur est toujours en classe, que je peux utiliser des choses sur Internet, des documents sur Internet assez peu en fait, et que je peux le faire, mais qu'ensuite les étudiants sont en général libres d'aller chercher des informations sur Internet eux-mêmes, parce que en fait, toutes les semaines, je leur distribue ce que j'appelle une task sheet, donc c'est une feuille de tâches avec des choses à chercher pour le cours suivant. Et comme ils n'ont pas de manuel, ils ont un manuel dans un autre cours, donc ils se reportent peut-être au manuel de l'autre cours, mais sinon pour le reste, ils vont chercher sur Internet, je ne sais pas comment, je ne veux pas savoir, mais le numérique est forcément intégré d'une manière ou d'une autre dans le cours. On a fait donc un petit tour en fait, un petit tour d'horizon en fait des documents, du type de documents qu'on utilise pour enseigner le français. Enfin, c'est une toute première approche, hein, je veux dire, mais on est déjà allé assez loin finalement en regardant TV5 Monde, en regardant les applications qu'utilisent nos collègues belges. Donc je développerai éventuellement un peu ça si ça vous intéresse, hein. On peut reprendre en fait par exemple une explication de ce que c'est que Kahoot et on peut en fabriquer. On peut reprendre, là il ne mentionne pas Hot Potatoes, mais il mentionne Quizlet, il mentionne Padlet, il mentionne une série de sites web ou d'applications qu'on peut utiliser dans des cours. Donc vous voyez qu'on a cette utilisation de l'Internet, bon, à la fois comme moyen de communication maintenant, donc avec les vidéoconférences évidemment qui se sont imposées pendant la pandémie, qu'on utilisait déjà un petit peu avant, mais là c'est devenu massif, hein, désolé pour vous. Donc voilà, et on a aussi évidemment toutes les ressources de l'Internet qui devient une espèce de bibliothèque mondiale absolument énorme. Donc vous avez un grand changement, hein, je veux dire le projet de Google par exemple, c'est de numériser, enfin de devenir la bibliothèque du monde, hein, de numériser tout ce qu'il est possible de numériser, que ce soit les textes, les images, le contenu des musées, même la géographie à travers des projets comme Google Earth par exemple. Donc on numérise en fait la planète, hein, on numérise des villes entières en l'utilisant pour se géolocaliser. Et bon, je ne sais pas si vous vous promenez de temps en temps dans des villes étrangères ou dans des villes que vous connaissez avec Google Earth. Moi, ça m'arrive assez souvent. Il y a une convergence évidemment entre le monde réel et le monde virtuel. C'est-à-dire que le monde virtuel va avoir tendance à devenir une duplication en fait, du monde réel. Bon, ça a des côtés certainement inquiétants sur le plan philosophique, hein, je veux dire, parce que même l'immersion dans la réalité virtuelle, enfin, je suis allé à des salons de réalité virtuelle, par exemple aux États-Unis,
dans cette ville extraordinaire où j'étais pour un colloque. C'était dans l'Idaho, oui voilà, dans Idaho, donc c'était à Boise, ouais, dans l'Idaho, et donc je suis allé dans un salon de réalité virtuelle là-bas. Donc évidemment, il manque encore pas mal de choses du point de vue sensoriel par rapport à à la vraie réalité. Mais ça va avoir tendance à changer certainement dans les années qui viennent. Il manque par exemple l'odeur. Je veux dire ça, l'odorat n'est pas un sens qui est pour l'instant très mobilisé par la réalité virtuelle. Donc il manque le toucher aussi évidemment, enfin il manque quand même pas mal de choses évidemment dans la réalité, dans les aspects de la réalité virtuelle. Mais bon, on utilise bien sûr pour nos cours toutes ces choses-là, on y reviendra, hein, je reviendrai un peu sur Kahoot par exemple. Et on est de plus en plus non seulement des utilisateurs, mais aussi des auteurs. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de logiciels et d'applications qui nous donnent la possibilité de créer nous-mêmes du contenu. Le premier exemple, c'est évidemment Facebook. Facebook, tout le contenu est créé par des utilisateurs. Et de plus en plus, en fait, c'est un modèle, en fait, aussi un modèle économique, parce qu'évidemment, là, on n'a plus besoin de payer les gens qui créent des contenus, puisqu'ils les mettent en ligne pour se faire valoir, ou pour se faire plaisir, ou pour montrer comme ils sont beaux, etc. Donc, vous avez là un renversement, en fait, de situation, c'est-à-dire que le fait que les utilisateurs créent le contenu, ben, c'est une grosse économie pour les propriétaires de plateformes. C'est de plus en plus le cas dans beaucoup de choses. Bon, ce que je fais là en ce moment avec YouTube, hein, évidemment, je fournis à YouTube du contenu gratuit. Bon, j'espère qu'à vous, ça vous sert à quelque chose. Mais il est certain que ça enrichit YouTube. Je suis désolé pour ça, mais bon, c'est la triste réalité. Bon, je veux dire, c'est aussi le fait que quand on est propriétaire en fait des tuyaux, et bien maintenant, on est propriétaire de quelque chose de très important. Je veux dire, bon, je veux dire, ça nous entraînerait dans des très très longs débats, mais si on réfléchit un peu en fait à l'évolution de la société et l'évolution de l'économie en général, vous voyez que tout ce qui est canaux de transmission devient quelque chose de primordial. Hein, c'est bien pour ça d'ailleurs que les anciennes compagnies d'eau, par exemple, qui avaient les réseaux d'eau, ont investi en fait pour passer à côté des tuyaux d'eau des réseaux de fibre optique ou au départ des réseaux de fils de cuivre pour diffuser de l'internet et des informations. Hein, évidemment, une maison maintenant, bon avant vous aviez une maison, ben, il n'y avait ni l'eau ni l'électricité, après il y a eu l'eau, après il y a eu l'électricité, et maintenant il y a aussi des tuyaux qui ramènent de l'information. Et donc on est dans un moment où les propriétaires des tuyaux sont des gros acteurs. Je veux dire, on voit, bon, j'explique tout ça dans Nouvelles technologies et didactique des langues. Bon, ça va un peu plus loin que les questions qu'on traite évidemment ici en didactique, mais il faut quand même être conscient un petit peu de ce qui se passe. Voilà, donc vous voyez beaucoup de documents utiles sur Internet, beaucoup de documents déjà didactisés, beaucoup d'applications qui vous permettent d'être vous-même auteur de documents que vous allez utiliser en classe. Donc voilà, tout un univers encore à continuer à explorer et à construire, voilà, en espérant que ce soit pour le plus grand bien des apprenants et de l'humanité en général.